Laissez-moi vous parler un peu de Monsieur B. Il a une qualité d'écoute extraordinaire. On aime ça lui parler, on aime ça se confier à lui, on aime ça lui parler de choses superficielles, légères, autant que de choses profondes. Quand on lui parle, on a la profonde impression qu'il nous écoute. C'est quoi ça, une écoute de qualité? Ça regroupe à la fois une observation du non-verbal de la personne qu'on écoute et à la fois, venant de nous, des bonnes interventions d'écoute. Donc de trouver les bons mots. À quoi ça va nous servir de développer une écoute de qualité? Au tout début, à établir le lien, quand on entre en relation avec quelqu'un. Ensuite, maintenir la relation quand on développe des liens un peu plus stables avec des collègues de travail, par exemple, mais aussi quand on développe des amitiés. Créer des liens forts, avec certaines personnes, on va parvenir à créer des liens plus forts. Puis à des moments où on se sent plus fragile, ou à l'inverse, d'un point de vue de nous qui écoutons, si on a un collègue qui devient plus fragile, si on est capable de créer des liens forts, puis de l'aider à entendre, puis d'entendre ses émotions, bien, on peut peut-être éviter que ce collègue-là, par exemple, il s'en aille en congé de maladie. Bon, parenthèse, éviter qu'un collègue s'en aille en congé de maladie, c'est quand même peut-être une grosse responsabilité. Je vais nuancer. Si on met un climat dans notre équipe de travail où on est capable de s'écouter les uns les autres, d'avoir une écoute de qualité puis de créer des liens assez forts, c'est possible que notre climat de travail soit agréable, fonctionnel, sain, ça fasse en sorte qu'on évite que des gens partent en congé de maladie. Quand quelqu'un ne va pas bien, ça peut être pour différentes raisons, ça peut être à la maison, ça peut être quelque chose plus lié à la personne, ça peut être quelque chose lié à son passé, ça peut être lié à plein de choses. Fait que quand un collègue est sur le point de partir en congé de maladie ou qu'il part en congé de maladie, c'est pas nécessairement notre responsabilité à nous de l'écouter. Ce que je veux dire, c'est que si on arrive à établir un climat où on répand une écoute de qualité, ça va peut-être faire en sorte qu'il y a moins de gens qui vont partir en congé de maladie. Première partie de l'écoute active, ça va être les types de non-verbal. Ça joue un rôle fondamental. Prenons la situation suivante. Ouais, je suis venu à la réunion ce soir-là. J'avais vraiment envie d'être là. Ce projet-là, ça m'enthousiasme vraiment beaucoup. Là. Vous faites confiance à quoi? À ce que la personne a dit ou à comment la personne l'a dit? Là, ça m'enthousiasme vraiment beaucoup. Là. On va voir différents types de non-verbal. Ici, c'est quoi qu'il y avait dans le non-verbal? Est-ce que c'était mon visage qui transmettait les émotions? Dans le visage, on a Tiens, on va voir mon visage de proche. Dans mon visage, il y a un paquet de muscles tout petits, une centaine de muscles qui permettent d'exprimer des émotions très subtiles. Il y a entre autres des micro-expressions faciales qui permettent d'envoyer des signes par rapport à est-ce que je mens, est-ce que je dis la vérité, est-ce qu'on peut me faire confiance. Puis c'est ça qui est particulièrement difficile à développer pour des comédiens et des comédiennes. En tout cas, je vous laisse deviner c'était quoi ces émotions-là. Quand on les ressent pour vrai, les émotions, elles paraissent dans notre visage. Fait que c'est le premier endroit où il faut se fier, c'est le visage. Dans une étude classique sur le non-verbal d'un dénommé Mehrabian, dans cette étude-là, il a fait ressortir que le visage expliquait 55% de la transmission d'émotions. Quand je vis des émotions, elles passent par mon visage et les gens se fient d'abord au visage. Est-ce que c'est vraiment 55% du non-verbal? Est-ce que c'est si précis que ça? Plusieurs auteurs vont dire que ben non, c'est pas si précis que ça. Sauf que ça nous donne une idée. Puis les auteurs s'entendent là-dessus. Le visage est un véhicule très important des émotions et aussi des opinions. Est-ce que je suis d'accord ou je suis pas d'accord avec une décision qu'on veut prendre? Si vous observez le visage des gens autour de vous, vous allez voir, avant qu'ils partagent leur opinion, c'est quoi que les gens pensent. Le regard. La personne là-bas, elle me parle. Puis là, plutôt que de regarder la personne là, je regarde pendant qu'elle me parle comme ça. Ou juste par mes yeux, tu sais. À la place de vous regarder comme ça, je vous parle, puis je regarde ailleurs. Je sais pas trop quel effet ça vous fait, mais... Fait que la direction du regard, c'est un signe non-verbal. Ce projet-là, ça me fait vivre de la joie, je dirais. De l'euphorie même. Ouais. Ça, c'est la voix qui envoie un message. Pas les mots, la voix. Fait qu'on parle
D'intonation, on parle de hauteur de la voix, du volume de la voix. Est-ce que je parle fort ou est-ce que je parle tout bas comme ça? Est-ce que je parle très rapidement puis je m'enflamme comme ça puis là, peut-être que je suis un peu anxieux? Ou bien je parle vraiment lentement puis là, ben, peut-être que je suis un peu dépressif. Peut-être pas. Les gestes. Vous me voyez là, faire des différentes capsules puis vous m'écoutez puis vous voyez que je bouge beaucoup avec mes mains. Qu'est-ce que ça dit? On ne le sait pas trop. Je vais y revenir quand on va avoir vu tous les types. Mais ce qu'on sait, c'est que si je vous parle, puis qu'il y a une table devant moi, tiens, voici une table, puis là, je vous parle, puis je tape des mains sur la table comme ça. Ou je tape du pied. Ces gestes-là, ils envoient un message. Si on porte notre attention sur le non-verbal, les gestes, ça peut être une source riche d'informations. La posture, imaginez quelqu'un assis sur sa chaise comme bien évaché, par opposition à quelqu'un qui est assis sur sa chaise, tout guindé. Ça envoie des messages différents. Si vous êtes dans une position de passer des gens en entrevue, regardez comment ils s'installent sur leur chaise. Ça va être révélateur de quelque chose, mais de quoi? On y revient. L'orientation du corps. Je vous parle, mettons comme ça, puis là, ben, je suis orienté directement vers vous. Allô? Vous allez voir un psychologue, puis là, lui, il s'installe un peu de biais comme ça. Fait que là, il vous parle comme ça. Puis votre chaise, vous remarquerez, quand vous allez voir le psychologue, ben, la chaise est souvent un peu de biais aussi. C'est moins comme « je te rentre dedans », tu sais. C'est un peu plus subtil comme rapport. Là, on est dans le bureau clinique. Mais quand on parle à des gens, par exemple à la pause café, vous allez, puis là, vous mettez à parler avec quelqu'un, il faut remarquer que c'est rare qu'on s'installe face à la personne. On va généralement adopter une position un peu tournée. Mais si je parle à la personne comme ça, je dis « Ah ouais, ça va, toi? Ouais. » Puis que je garde mon corps tourné vers une autre personne à qui je parle, j'envoie probablement le message que je veux plus parler là que là. Quelle distance est-ce que les gens choisissent d'adopter quand ils vous parlent? Est-ce qu'ils se tiennent entre 0 et 45 cm? Fait que là, ben, ils s'approchent de vous puis ils vous parlent là, à genre 15 cm de la face. Vous allez peut-être vous sentir un peu envahi. La personne essaie probablement de vous passer un message quand elle se tient aussi proche de vous. Ça peut être un désir d'être proche de vous, mais ça peut aussi être une façon qui dénote un peu d'agressivité puis qui montre plus un désir de combat ou de menace ou d'affirmation. Mais ce choix de distanciation intime, pensez à vous si vous êtes dans l'autobus puis quelqu'un vient s'asseoir, l'autobus est vide puis il vient s'asseoir à côté de vous, vous allez probablement percevoir un message ou émettre des hypothèses sur les intentions de la personne. La distance personnelle, de 45 à 125 cm. C'est la distance qu'on adopte généralement avec des gens avec qui on veut parler, par exemple des collègues de travail relativement proches, ou même pas si proches. On va peut-être se tenir plus à 125 cm. La distance intime est réservée habituellement à des relations intimes, donc avec notre chum, notre blonde. On va se tenir de 0. Volontairement, on va choisir cette distance-là de 0 à 45 cm. Ici, ça va être avec des collègues ou des amis. Quand on parle, par exemple, à la pause café, ben, on se tient à peu près à 1 mètre un de l'autre. Ça explique, ces distances-là naturelles expliquent pourquoi c'est si difficile, quand on se voit dans les parcs en temps de pandémie, pourquoi c'est si difficile de maintenir le 2 mètres. Le 2 mètres, il réfère à la distance sociale. Par exemple, si vous allez voir un professionnel de la santé, si vous êtes à l'épicerie, à quelle distance vous allez choisir de vous tenir de gens que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous devez interagir, vous allez avoir tendance à adopter plus de 1,25 mètres. Quelque part entre 1,25 mètres et 3,6 mètres. Vous allez vous tenir, mais vous discutez, là, vous choisissez d'aller parler à une personne. On remarque que dans les consultations, entre autres de médecins, quand le médecin choisit de se tenir plus proche, on remarque que les patients vont suivre davantage le traitement qui est proposé. Finalement, la distance publique, quand vous n'avez pas à interagir avec quelqu'un, vous arrivez sur un quai de métro, vous allez choisir quelle distance des gens. S'il y a quelques personnes éparpillées sur le quai du métro, vous allez choisir de vous tenir à 3,6 mètres et plus. Mais vous n'irez pas nécessairement complètement à l'autre bout du quai pour éviter puis être le plus loin possible. À 3,6 mètres, habituellement, on se sent à l'aise. Surprise, la façon de gérer le temps est aussi un indice non-verbal. Ça peut s'exprimer de différentes façons. Quand vous avez à prendre rendez-vous avec quelqu'un, la personne elle vous envoie un message qu'elle est importante. Tu ne peux pas débarquer comme ça dans mon bureau, il faut que tu prennes rendez-vous. Le temps devient quelque chose de précieux, de figé, puis là, on sent qu'on n'a pas accès à la personne quand on veut. Un patron qui laisse sa porte ouverte et qui dit « tu peux venir me voir quand tu veux », ben, c'est un indice d'ouverture et d'accueil, alors que la personne qui insiste pour que ce soit des rendez-vous, et la personne qui vous fait attendre aussi.
Puis là, les médecins sont devenus champions là-dedans, de faire attendre les gens. Puis ça augmente l'impression qu'ils sont importants, débordés, alors que d'autres types de professionnels vont être à l'heure à leur rendez-vous, puis gérer ça, puis ça envoie le message que le patient est important. De la même façon, dans le temps de réponse à des courriels ou à des textos, on peut envoyer différents messages, mais quand on ne répond pas, puis que la personne elle attend notre message, puis qu'habituellement on répond vite, ça envoie un message malgré nous. Finalement, le territoire, et on parle évidemment pas de territoire de chasse, mais on parle par exemple de bureau. Imaginez qu'il y a un collègue qui vient mettre sa tasse à café sur votre bureau puis qui la laisse là. C'est un peu comme si vous envoyiez un message qui envahissait votre territoire. Si vous partagez un bureau commun ou une grande table avec d'autres collègues, la tendance à s'éparpiller puis à laisser des choses sur la table loin de soi, ça montre un peu une prise de possession du territoire, qui peut être perçue comme envahissante par d'autres personnes. On arrive à quelques principes sur le non-verbal. Chaque fois que je vous ai dit « on va en parler plus tard », c'est maintenant qu'on en parle. Certains écrivent des livres sur la synergologie, la science du non-verbal. Ils disent par exemple « si j'ai les bras croisés, ça signifie que je suis fermé. Fermé d'esprit, fermé à ce qui se dit. » Est-ce que c'est automatiquement ça? La recherche sur le non-verbal n'arrive pas à des conclusions définitives sur des gestes. Je tape des doigts, ça veut dire que je suis nerveux. Je tape du pied, ça veut dire que je suis en colère. Il n'y a pas des conclusions aussi délimitées dans le non-verbal. On invite les gens, en matière de non-verbal, à développer le sens de l'observation. Apprenez à regarder le visage des gens, à entendre la voix, qu'est-ce qui paraît dans la façon de parler. Et après ça, gardez à l'esprit que le non-verbal, ça a toujours quelque chose d'un peu ambigu. Des fois, c'est un peu moins ambigu, genre « ah! » Puis des fois, c'est plus ambigu, genre « je ne sais même pas moi-même ce que j'essaie de vous passer comme message. » Il faut émettre des hypothèses. On observe, on dit comment la personne en face, elle tape des doigts. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être nerveux. Ça a-tu de l'allure? Ouais, il y a d'autres indices. Ah, elle me dit qu'elle est stressée. Ok, ouais, c'est pas... Ça marche, tu sais. La personne, elle me dit comme non, je suis pas en colère. Ça arrive fréquemment dans les chicanes de couple. Fréquemment, je sais pas, mais j'ai vu ça une couple de reprises. C'est toujours le non-verbal qui l'emporte sur les mots. L'idée importante à retenir, c'est qu'il n'y a pas de conclusion absolue. Si je me croise les bras, ça se peut que j'aie froid aux mains. Ça se peut que j'ai les bras croisés parce que je suis confortable. J'étais comme ça avant même que tu viennes me parler. Mais ça se peut que pendant la discussion, si tu dis quelque chose qui me choque, puis que là je fais ça, on va émettre l'hypothèse que je réagis à ce que tu as dit. Ça aurait bien du bon sens. Mais on garde l'esprit ouvert, on émet des hypothèses, puis on accumule des indices. Puis quand on veut établir une relation, maintenir une relation avec quelqu'un, on pose des questions, puis on s'intéresse à ce que la personne dit, puis ce qu'elle pense par rapport à son propre non-verbal des fois. Benoît, tantôt, tu as parlé de 55%, puis c'est quoi les autres pourcentages? Dans l'étude de Mehrabian, ce qui ressort, c'est que les émotions et les opinions, elles paraissent à 55% dans le visage, à 38% dans la voix et à 7% dans les mots, dans le verbal. On voit un truc pour le retenir, ce sont les 3 V, visage, voix, verbal. Fait que ça, en tout, ça totalise 93% qui n'est pas lié aux mots, qui est lié à comment on dit les choses. L'étude est faite avec des énoncés qui se contredisent. « Ah, je suis vraiment euphorique. » À quoi se fient les gens? Puis, pour enlever le visage, « Ich bin ganz traurig. » Fait que là, vous n'avez pas compris les mots, puis vous n'avez pas vu mon visage. À quoi vous vous fiez pour déterminer mon état d'esprit? À ma voix. Fait que c'est comme ça, en faisant des différents essais comme ça, qu'on est parvenu à faire ressortir ces chiffres-là, qui sont évidemment pas des chiffres ultra précis à prendre en termes de précision de chiffres, mais comme constat général, le non-verbal est très puissant pour envoyer des messages émotifs et envoyer des messages au niveau de nos opinions.